Ce que nous apprennent les études d'Eurydice sur l'importance du redoublement sont principalement axées sur les réglementations qui existent dans le pays. Peut-on faire doubler ou pas faire doubler? Les critères, dans le cas où on peut faire doubler, quels sont les critères qui sont pris en compte et qui intervient dans la décision du redoublement. Si Eurydice a mené cette étude, c'est parce que la Commission européenne, sur base de toute la recherche internationale menée sur le redoublement, nous a demandé, parce qu'il y avait des inquiétudes dans la lutte contre l'échec scolaire, sur les raisons pour lesquelles on trouve des pays où il y a un grand nombre de redoublants et des pays où il y en a très peu, alors qu'on sait que les effets sont très négatifs. Donc la Commission européenne souhaitait qu'Eurydice mène une enquête pour mieux comprendre les politiques nationales en la matière. Les critères de redoublement, lorsque l'on fait redoubler les élèves, parce qu'il y a quand même quelques pays où c'est plutôt la promotion automatique avec des alternatives au redoublement qui sont mises en place pour les élèves en difficulté. Donc la législation ne permet pas le redoublement. Dans tous les autres pays, on peut faire redoubler, mais il y a des pays qui mettent des restrictions. On ne peut pas redoubler plus d'une fois sur la scolarité primaire, on ne peut pas redoubler entre la première et la deuxième année primaire. Donc il y a des restrictions qui sont mises en place. En ce qui concerne les critères de redoublement, les critères les plus utilisés sont la note de l'élève, qui est principalement prise en considération. On va trouver cette caractéristique en Autriche, en Allemagne par exemple. Mais les critères les plus souvent utilisés, c'est l'appréciation globale de l'élève. Donc il y a la note, c'est sûr, mais il y a aussi tout le profil de progrès de l'enfant, toute la personnalité, tout le comportement en classe, tout ce que l'enseignant a pris en considération, qui va lui permettre, en tant qu'enseignant, de dire il est capable de suivre le programme de l'année suivante. C'est une des caractéristiques qui est partagée par un certain nombre de pays. Et puis il y a l'absentéisme, qui est un des critères qui est presque parfois même le seul. Il faut que l'enfant ait été absent longtemps pendant l'année scolaire, pour des raisons de maladie ou autres, qui va permettre de décider il vaut mieux qu'il redouble. Ce sont des critères qui sont décidés par les enseignants, c'est la note scolaire qui est prise par l'établissement, donc ça peut varier d'un établissement à l'autre. La seule chose qu'on sait, c'est que le redoublement n'est pas décidé sur la base d'un test national standardisé où tous les élèves seraient soumis à la même épreuve pour voir ceux qui passent et ceux qui ne passent pas. C'est une décision qui est prise par la note scolaire ou par l'appréciation que l'enseignant porte sur l'enfant. Les intervenants dans la décision sur le redoublement sont principalement des intervenants de l'établissement scolaire. Ce sont les enseignants de l'enfant et les autres personnels enseignants, souvent. Ils discutent en forme de collège d'enseignants dans l'école. Dans pas mal de pays, le chef d'établissement va intervenir, mais en Suède, par exemple, il est le seul à prendre la décision. C'est le chef d'établissement qui prend la décision en prenant note de l'avis des enseignants de son établissement. Dans quelques pays, c'est l'enseignant de la classe tout seul qui va prendre la décision. Mais le plus généralement, ce sont les enseignants en coopération avec le chef d'établissement. Ce sont très rarement des acteurs externes à l'école qui vont prendre la décision. Ils seront parfois consultés dans des cas où il faut confirmer que psychologiquement, il n'y a pas de problème, par exemple. La place des parents, bien, elle est partout d'être au moins informés des progrès de l'élève pendant l'année, ça c'est évident. Les parents sont consultés lorsqu'il y a des difficultés et dans quelques pays, les parents peuvent intervenir. Ils vont intervenir le plus souvent pour faire recours au moment où ils vont apprendre que l'école propose ou a décidé de faire doubler l'enfant. Les parents peuvent demander des explications, peuvent faire appel à une forme de jury, si vous voulez, pour mieux comprendre ou s'opposer à la décision qui a été prise. Dans deux pays, la Belgique et le Royaume-Uni, les parents doivent donner leur consentement. Donc les parents doivent refuser ou accepter le redoublement. C'est eux qui ont la décision finale. Les liens entre les réglementations et les taux de redoublement nous sont apparus
vraiment aléatoire. Je dirais, il n'y a pas de lien, de corrélation linéaire entre une réglementation et le taux de redoublement. On va trouver des pays où les mêmes réglementations s'appliquent et qui vont avoir des taux de redoublement très différents. Des pays où l'école est autonome pour décider de ces critères. On va prendre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni pratique très peu le redoublement, les Pays-Bas le pratiquent énormément. Ce qu'on constate seulement, ce sont les pays où c'est l'appréciation globale de l'enfant qui est prise en considération comme critère principal. Tous les pays qui mettent en œuvre ce critère sont des pays à taux de redoublement assez élevé. Et les pays qui proposent un rattrapage aux enfants pendant l'été, sous forme de cours supplémentaires, de stages de soutien, sont tous des pays où les taux de redoublement sont très bas. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une corrélation entre des réglementations différentes et des taux de redoublement. Les réglementations sont moins variables entre pays européens que les taux de redoublement.